Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler à nouveau pour cette deuxième vidéo de Sweet Paprika de Mirka Andolfo. Alors j'espère que vous avez déjà vu la première vidéo consacrée à la présentation du titre, de l'artiste et aussi de ce que j'ai pensé de l'histoire. Mais j'avais tellement de choses à dire et sur l'histoire et sur le dessin que je voulais le faire en deux vidéos. Pour vous permettre de ne pas passer non plus trop de temps sur YouTube à regarder 45 minutes d'un gars qui parle devant une planche en bois et un bouquin. Donc cette deuxième vidéo, je vais revenir plus en détail sur l'aspect graphique, à la fois sur les designs et aussi sur le découpage. À nouveau, un grand merci aux éditions Glénat qui m'ont adressé cet album, sans savoir que c'était sur ma wishlist du mois de février, parce qu'il est déjà, vous pouvez déjà le trouver en librairie. Et j'ai expliqué dans la première vidéo que effectivement Mirka Andolfo fait partie de ces jeunes artistes qui, bien qu'ayant un style assez atypique parfois par rapport aux comics, m'intéressent beaucoup du fait de cette pluralité justement de styles qu'elle est capable de déployer. Et là, clairement, on est dans quelque chose de vraiment nouveau. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà fait par exemple une vidéo sur Adam Warren, dont je parlais, qui est un autre artiste aussi qui a évolué en s'inspirant vraiment fortement du manga, avec à la fois une inspiration en termes de design des personnages, mais aussi le travail sur le storytelling, sur l'utilisation de speedline, de découpage, etc. Dans sa série notamment Unpowered, mais aussi dans d'autres travaux qu'il avait fait avant sur Dirty Pair ou sur le fabuleux, génial Jean 13 Bootleg, que j'espère un jour on pourra à nouveau récupérer parce que c'est deux mini-séries absolument fantastiques dont je suis très fan. Et là du coup j'étais un peu curieux de voir comment Mirka Andolfo, qui comme je disais dans la précédente vidéo, a montré qu'elle était capable d'avoir des styles beaucoup plus comics en fait, voire franco-belge, voire un peu Disney on va dire, allait justement approcher ce type de dessin un peu manga, notamment parce que je suis toujours un petit peu, on va dire, méfiant quand j'ai l'impression que des artistes vont, entre guillemets, singer les tendances ou les styles qu'on peut trouver dans des mangas. Et du coup, on a toujours un peu l'impression que finalement, c'est une tentative de dessiner comme et pas une réappropriation réelle de ce qui fait la force graphique des mangas. Parce qu'évidemment, il y a des styles de manga, des styles de dessin très différents. Mais il y a on va dire des caractéristiques techniques des fois dans le manga qui font que on pourrait se dire voilà, est-ce que les artistes se contentent de les copier ou est-ce qu'ils savent les réintégrer dans leur propre grammaire visuelle. Là en l'occurrence c'est le cas, c'est-à-dire que moi je suis pas un grand expert de manga mais je n'ai pas eu l'impression ici de lire quelque chose qui copiait bêtement on va dire le manga, mais plutôt quelque chose qui allait digérer certaines caractéristiques pour rester quand même dans un style complètement construit par l'artiste. Alors, plusieurs choses par exemple qui montrent ça, c'est tout d'abord le design des personnages. Donc là on a un bon exemple en fait de page où on va voir que on peut retrouver des éléments un petit peu caractéristiques de certains designs dans les mangas, notamment au niveau des yeux. On va le retrouver, certaines formes de visage aussi sur les personnages féminins aussi peuvent évoquer le style manga, mais typiquement sur ce personnage là ou sur aussi l'approche de Paprika en fait, dont le style de design peut faire effectivement penser à des personnages de manga, mais en même temps elle a ce côté finalement représentation caricaturale de diable qui je trouve passe vraiment bien aussi, et lui donne encore une fois une caractéristique visuelle un peu différente. Même chose sur le personnage de son père aussi, qui fait que en fait au fur et à mesure on a cette espèce de diversité d'influences. Le personnage de Phil fait plus penser presque à un personnage de comics qui serait sorti de planches de Mike Wieringo par exemple, alors qu'effectivement les autres personnages pourraient venir du franco-belge, pourraient venir du manga. Et ce qui m'a étonné, c'est que on pourrait comme ça penser a priori que ça crée une dissonance dans les designs, et au contraire, j'ai trouvé que l'univers restait totalement cohérent, alors que clairement il y a des différences d'approche. Ce personnage, clairement, ce personnage-là par exemple, va faire beaucoup plus
beaucoup plus réaliste, là où les autres par contre vont aller en full caricature, full personnage fantastique. Ben voilà, malgré cela, il n'y a pas de dissonance, ça reste cohérent, on ne doute pas du fait que ces personnages existent dans le même univers, et aussi on ne doute pas non plus que c'est la même artiste qui a réussi à rendre cohérent tous ces designs et ces influences multiples. C'est le cas aussi au niveau des corps, en fait, les corps des personnages ont des proportions très différentes, certains très exagérés, un petit peu comme dans le style des artistes comme Shane Glens par exemple, notamment Paprika, le type de proportion de corps au niveau des hanches, des seins, etc., qui font penser un petit peu aux petites pin-up de Shane Glens ou de Glenn Murakami, moi je crois que c'est Glenn Murakami aussi, ou Bruce Timm, si vous suivez un petit peu cette école-là. Et en même temps, d'autres personnages, on va avoir des proportions beaucoup plus réalistes, ou encore une fois plus proches de ce qu'on peut voir dans certains mangas. Donc voilà, ça c'est une vraie cohérence dans les designs, qui pourtant vont mixer un petit peu toutes ces influences. Au niveau du décor et des designs des costumes aussi, là encore une fois, on peut trouver des ressemblances avec le manga, c'est-à-dire que tous les décors sont très bien crédibilisés, on a vraiment une grande variété de lieux, grande variété de design aussi, il y a toute une séquence à la fin, je vais pas vous montrer parce que ça spoil un peu la fin de l'histoire, mais qui se passe en Italie, et vous avez des très beaux décors qui sont rendus, mais voilà, on a des environnements urbains, on a des appartements luxueux, on a plein de choses, des lieux et des extérieurs, etc. Et à chaque fois, en fait, on est dans une représentation parfaitement crédible, très bien designée, parce que là aussi, c'est intéressant, c'est que on n'a pas l'impression qu'elle a juste pris une photo, qu'elle a décalqué, comme des fois on peut retrouver dans certains mangas où en fait finalement vous avez ce décalage entre des décors dessinés façon dessin technique très propre, et à côté de ça des personnages qui vont évoluer après avec un trait beaucoup plus organique, beaucoup moins réaliste. Là c'est pas le cas, c'est vraiment bien uniforme, l'ancrage d'ailleurs y est pour beaucoup, et aussi on a aussi un très bon équilibre au niveau des décors, c'est-à-dire qu'ils sont présents juste ce qu'il faut pour pouvoir vous contextualiser la scène, vous contextualiser les lieux, les rendre crédibles, et en même temps, elle sait en faire parfaitement abstraction dans certaines scènes où ils vont disparaître effectivement derrière les personnages, et ça donne pas vraiment, voire pas du tout l'impression que là-dessus Mirka Andolfo a été paresseuse, c'est juste que ça fait partie de la narration, et au contraire, ça aurait été une façon d'alourdir un peu l'histoire, je pense, en tout cas la narration, d'autant que encore une fois, parce que c'est une comédie, parce que c'est quelque chose axé sur l'émotion, le focus est très souvent mis sur les visages des personnages, à juste titre, et en plus avec beaucoup de talent. Donc après resurcharger ça derrière de décors, ça aurait pas forcément été, en tout cas ça aurait pas permis au lecteur de garder son attention sur ce qu'exprimaient les personnages, donc c'est plutôt bien fait selon moi. Et voilà, typiquement on voit sur ce genre de page, on contextualise les lieux, on contextualise les magasins, mais après on peut en faire abstraction, et ça fonctionne vraiment très bien. Autre point aussi qui m'avait un peu intrigué, c'était le jeu sur les niveaux de grille, les trames, et puis cette présence du rose, je vais y revenir. Déjà au niveau des niveaux de grille et des trames, il y a cette cohabitation entre les deux techniques, et au niveau des trames, je vais prendre cet exemple ici, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que en fait elle va superposer plusieurs trames pour créer très souvent en fait, et notamment sur les corps des personnages ou les visages, ces effets de volume. C'est pas nouveau, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait à plusieurs reprises, et notamment, alors je vais pas vous montrer les scènes les plus... on peut mettre ça là, je pense qu'elle est juste sexy ce qu'il faut, mais en fait il y a à chaque fois, dès qu'il y a des ébats, dès qu'il y a des corps nus, etc., cette utilisation des doubles trames qui vont se superposer permettent d'apporter juste ce qu'il faut de volume pour faire que, malgré l'absence de couleur de la peau, justement, on garde et on arrive à avoir quand même cette sensation de sensualité, de volume des formes, etc. Ouais, typiquement sur cette scène-là, par exemple ici, je cache un petit peu, sur les jambes, etc., ou sur les fesses, on a à chaque fois ce volume qui est donné. C'est pas utilisé systématiquement, il y a beaucoup d'endroits où en fait on a juste de l'aplat de niveau de gris, très bien géré aussi, mais je trouve que c'est vraiment utilisé à bon escient. Et puis l'autre aspect qui est l'utilisation de la couleur rose, au départ je pensais que c'était vraiment une petite touche de couleur amenée par rapport au côté romantique de l'histoire, point. Et en fait,
c'est beaucoup plus intelligent et subtil que ça. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les petits cœurs qu'on voit qu'elle va utiliser, ou les petits effets ici pour représenter, façon comme on retrouverait dans certains animés, le côté un peu glamour de certains personnages, il y a une symbolique de cette couleur rose qui est à la fois évidente et en même temps amène beaucoup de subtilité, qui est la traduction de toutes les émotions un peu fortes des personnages. Alors ça peut aller depuis l'orgasme sexuel au désir, aux personnages qui se sentent très légers parce que portés par des sentiments affectueux, par un échange justement comme ici entre deux personnages qui sont dans un moment un peu romantique, et puis aussi le fait que dès qu'on va se retrouver dans une situation effectivement un peu voilà comme typiquement ici où effectivement il commence le personnage de Dill là justement commence à s'envoyer en l'air dans une salle de bain, je crois, et il y a cette montée en puissance de la couleur rose au fur et à mesure pour montrer le plaisir. Mais là où ça devient vraiment une information narrative, c'est par exemple ici où dans la vie, dans le quotidien un peu morne de Paprika, il y a ce plat en fait à chaque fois qu'elle décrit comme étant sa petite touche de plaisir, parce que vraiment sa vie manque de plaisir, et c'est cette petite touche de plaisir qui est représentée avec cette couleur. Et puis il y avait cette scène aussi que j'avais beaucoup aimée, où en fait Paprika se souvient d'un échange qu'elle avait eu avec son ex, et en fait dans cet échange, je vous parlais dans la première vidéo de la subtilité du dialogue, mais on a un échange où clairement on comprend que elle est totalement in love, elle est complètement sous le charme, elle a l'impression qu'elle est en train de vivre un moment romantique. Là où en fait lui, dans son dialogue, on comprend que c'est un gars toxique, c'est un gars qui veut la garder sous emprise, c'est un gars qui la manipule. Et du coup, le rose ici va prendre une autre signification, c'est-à-dire qu'en fait, ce rose va montrer l'émotion qu'elle ressent, parce qu'elle a les petits cœurs autour, etc. Mais en fait, ce rose, il est délavé, il est abîmé, il est cradossé un peu par ce noir qui vient, parce qu'en fait, ça pour montrer que cette réalité, cette émotion qu'elle ressent, elle est fausse en fait, et elle est abîmée par l'autre qui, lui, n'incarne pas cette romance. Et voilà, et du coup je me suis amusé au fur et à mesure à regarder dans le récit. Je vous invite à le faire et de vous poser la question à chaque fois pourquoi le rose est utilisé à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça représente juste des petits cœurs, mais aussi est-ce que le fait d'être utilisé en fond, d'être utilisé dans certaines scènes, quelle signification Mirka Andolfo veut vous donner? Et parce qu'au bout d'un moment ça devient une espèce de mécanique implicite qui se met en place pour le lecteur, qui fait que ça va lui apporter des informations sur le ressenti du personnage, ce qui n'est pas facile à faire en bande dessinée, d'arriver à traduire un état émotionnel. C'est-à-dire on peut avoir les expressions faciales, on peut avoir les dialogues, etc., ce qui est encore plus lourd avec les dialogues, mais arriver à traduire la montée d'une émotion, ce n'est pas simple, et là je trouvais que cette idée était absolument géniale. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissez d'autres BD où il y a ça. J'arrive pas à trouver, j'ai pas réussi à trouver en dehors de cas de colorisation assez simples dans le comics et tout, mais de BD où du coup l'émotion ou la couleur est utilisée à des moments pour vraiment traduire au lecteur une émotion ou des émotions de personnages. Ça m'intéresse parce que j'aimerais essayer de trouver d'autres artistes qui utilisent cette technique que je trouve vraiment vraiment brillante en fait. Donc ça c'était pour l'aspect, je vous ai parlé des couleurs, du noir et blanc, des gris, etc. Les expressions faciales, j'y reviens un petit peu rapidement, mais voilà, c'est un des trucs qui me fait marrer, mais parce que aussi, voilà, typiquement le genre de grimace qu'elle fait délirante. Moi j'aime beaucoup cette approche en fait qui veut qu'on va passer d'un visage très sérieux à quelque chose de totalement voilà caricatural, déformé. Je trouve que ça va très bien avec le récit. Et en plus, voilà, c'est une façon de rendre les personnages extrêmement vivants. Et là, notamment sur Paprika, je trouve que ça marche vraiment bien. Parce que vous avez toujours des personnages qui sont dans la séduction, des personnages qui sont blessés, etc. Mais aussi, ça fait que, au bout des 300 pages, on a vraiment la sensation d'avoir vu des personnages vifs, quoi, exister devant nous. Et mine de rien, cet excès d'affichage des émotions, cette surréaction que l'on trouve dans les mangas bien sûr, mais qui je trouve est assez rare dans les comics, où peu d'artistes en fait se risquent à cette petite exagération supplémentaire des visages et qui va réussir à traduire ça.
c'est pas vraiment une des forces du comics. On peut avoir des personnages expressifs, c'est sûr, mais moi j'aime bien les artistes qui, je parlais de Mike Wieringo par exemple, Kevin Maguire ou j'essaie d'en trouver d'autres. Bon, je vais pas citer McFarlane parce que c'est pas pour moi un bon exemple, mais de personnages, de dessinateurs pardon, d'artistes qui ont cette capacité à rendre leur visage beaucoup plus expressif que la plupart des personnages de comics, et qui arrivent à le faire sans dénaturer leur style, c'est à vraiment à apporter ce dynamisme-là. L'un des maîtres pour moi c'est Bruce Timm là-dessus, Darwyn Cooke savait très bien le faire aussi. Amanda Conner aussi est extrêmement forte selon moi pour arriver à faire ça. Donc voilà, si je dois en oublier, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous en avez en tête, parce que c'est aussi quelque chose que je trouve très très bon dans le dessin, quand vous arrivez à faire que cette maîtrise des expressions faciales et cette variété donne du caractère à votre personnage, comme si on était en train de voir devant nous un acteur extrêmement expressif jouer, et je trouve que ça les crédibilise, et ce qui fait qu'à la fin du récit, on a vraiment eu l'impression de voir des, entre guillemets, personnages réels, et pas seulement des personnages dessinés. Un autre point aussi, vous avez dû voir, hein, j'ai feuilleté pas mal de pages, c'est la grande variété du découpage. Vous avez pas une page qui ressemble à une autre. Je vais pas dire que ce sont des pages chargées, mais effectivement, pour le coup, le côté manga dont je parlais, il y a pas mal de mangas qui sont quand même un petit peu moins chargés au niveau des pages, aussi à cause de la taille, je suppose. Comme je disais, je pense que cet album réduit en plus petit, ça aurait pas donné la même chose et ça aurait pas été forcément aussi agréable à lire. Mais voilà, il y a une très très grande variété des découpages, il y a une variété des angles, et je trouve que au-delà du côté effectivement plaisant de voir en fait qu'à chaque fois on n'est pas sur une structure trop répétitive, on n'est pas dans une surdécompression permanente de l'histoire, loin de là. Il se passe beaucoup de choses par page, il se passe beaucoup de choses par épisode, enfin par chapitre en tout cas. Mais comme je vous disais, l'emphase est mise sur les personnages, l'emphase est mise sur des gros plans, sur des cadrages, sur leurs expressions. Mais surtout, ce qui m'a plu, c'est que cette variété des cadres, alors voilà, des formes de cases, des cadres, etc., participe à la rythmique importante qu'il y a dans cette série. Comme je vous disais dans la première vidéo, c'est une rom-com, et une rom-com, ça peut... c'est pas un thriller en fait, donc on va pas avoir des scènes d'action, on va pas avoir quelque chose qui va faire que on va être tout le temps emballé en tant que lecteur par des combats, par des choses comme ça. Arriver à rythmer une rom-com, ça demande un certain savoir-faire. Donc là on voit que, à savoir, avec ce découpage, avec l'exagération des émotions, avec le travail sur les postures, le travail sur justement tous les effets qui vont montrer les émotions ou les surréactions des personnages, en fait Mirka Andolfo arrive à créer une rythmique permanente dans cette histoire, qui vient s'ajouter, qui donne un côté un peu frénétique à l'ensemble, et qui fait que voilà, on a beau être dans la grande majorité des planches dans des séquences de dialogue, en fait, on a tout le temps du rythme, on a tout le temps quelque chose qui vous donne envie d'avancer, on a toujours cette impression que l'histoire va à 200 à l'heure, alors que dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas, même s'il se passe beaucoup de choses par page. On n'a pas vraiment de décompression de la narration qui vraiment ralentit l'intrigue. Donc il se passe beaucoup de choses, mais ce découpage donne systématiquement un rythme. Je terminerai juste sur cette chose, mais c'est un peu la synthèse de tout ce que je viens de dire. C'est que Mirka Andolfo sur Sweet Paprika ne singe pas du manga, c'est ce que je disais au début, n'essaie pas de copier, on va dire, des mangas, des styles, même des designs de personnages, etc. Elle en fait vraiment, elle se le réapproprie, mais aussi elle en fait, je pense, une synthèse à travers une hybridation de plein d'influences. C'est-à-dire que, à un moment donné, vous vous direz sans doute comme moi que c'est pas un manga, c'est pas de la franco-belge, c'est pas du comics, mais c'est un peu tout ça. On a l'impression qu'on est vraiment face à une artiste qui a réussi à prendre, et dans toutes ces écoles-là, à en synthétiser à travers un style assez unique. Encore une fois, il n'y a pas énormément d'artistes qui arrivent à faire ça. On a
très souvent, quand on commence à regarder un peu l'art graphique des différents styles de BD ou autres, etc., on commence à voir des écoles qui se dégagent. Et moi, j'aime tomber sur des artistes qui, du coup, deviennent un peu inclassables, deviennent créer leur propre école graphique en quelque sorte, mais qui ne ressemble à rien. En fait, et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que vraiment, d'une case à une autre, on voit, voilà, on peut se dire, bah ouais, ça fait un peu manga, mais non, ça fait plus dessin animé, cartoon, ou ça fait un peu franco-belge. Je vous parlais tout à l'heure de Zombielenium, par exemple, parce que je trouve qu'il y a des petits points communs. Et à des moments, finalement, on se dit, bah non, le storytelling, en fait, ça fait très, très comics, en fait. Il y a une façon d'amener certains cadrages et certains enchaînements très comics, même la narration en voix off fait très comics aussi, par certains aspects. Et voilà. Et c'est cette hybridation, que je trouve est très intéressante. Il va falloir que je floute cette page à chaque fois que je tombe dessus, sinon je vais me faire striker. Que je trouve très intéressante parce que atypique. Et c'est aussi pour ça que, même si ma chaîne s'appelle Style Comics et que j'essaie de rester sur le comics, bien que j'aurais aussi souvent envie de vous parler d'autres BD que ce soit franco-belge ou manga, dont les styles sont vraiment passionnants. Je le ferai peut-être un jour, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire sur les comics, et puis je voudrais continuer à essayer de mettre en avant les qualités du graphique des comics. Mais voilà, ce côté synthèse, ce côté hybridation des styles, encore une fois, c'est pas nouveau, j'en ai aussi parlé à l'époque avec Darwin Cook aussi, qui avait multiples influences sur le design de pub, sur des auteurs de dessins, des illustrateurs de romans, etc. Ben voilà, moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est la marque souvent de très grands artistes qui arrivent à synthétiser plein d'influences et à créer quelque chose d'absolument unique avec. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'artistes, de pouvoir à ce point-là digérer autant d'influences et en faire quelque chose de différent. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans Paprika et que j'ai beaucoup aimé, et qui fait que je trouve que cet album a un intérêt en fait. Je trouve que c'est un petit peu finalement ce qu'on a souvent dans comme message, on va dire, comme conclusion dans les comédies romantiques, c'est ça va un petit peu au-delà des apparences, ça va un petit peu au-delà on a souvent des personnages féminins, type de Bridget Jones, maladroits, tout ça et tout, mais qui, au fur et à mesure de l'histoire, on leur découvre d'autres facettes, d'autres qualités, et elles-mêmes ou eux-mêmes, parce que ça peut arriver aussi que ce soit des personnages masculins, mais sont en demande qu'on aille au-delà des apparences et qu'on les découvre pour ce qu'ils sont, en fait, au-delà de l'image qu'ils peuvent avoir. Et je trouve que en fait Sweet Paprika, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a un beau bébé, un bel album qui est pas qui est de bonne qualité, hein, mais qui est pas avec la couverture super luxueuse, la reliure de dingue, etc. et tout, mais qui est un beau bouquin et qui en plus se présente sous le couvert d'une histoire un peu sensuelle, un peu comédie, un peu délirante, mais qui dit beaucoup de choses intéressantes, je trouve, sur la nature humaine, sur les relations, qui se présente avec un style graphique qui a l'air d'être du manga, mais qui en fait est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant à décrypter, je trouve, parce que justement il propose cette hybridation. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur Sweet Paprika, c'était j'attendais déjà un petit peu de voir, mais je pensais pas que je me régalerais à ce point-là sur le fond et sur la forme. Donc vraiment, je suis très content d'avoir pu le découvrir. Je vous invite à jeter un œil. Une petite précision aussi, c'est que au cas où la BD aurait ce préjugé-là, mais ce n'est pas à réserver uniquement aux lectrices. Moi, je me suis vraiment éclaté là-dessus, parce que c'est marrant en fait. C'est aussi parce que c'est très drôle. Mais aussi, il suffit d'avoir été ne serait-ce que 10 minutes dans une relation de couple, ou alors d'avoir effectivement déjà eu des questions autour des relations familiales et relations avec les parents pour, je pense, se retrouver un petit peu dans ce type d'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil et à venir me dire en commentaire si vous aussi vous avez été séduite par la richesse de cette histoire. Ça m'a vraiment donné envie de continuer à me plonger dans ce que fait Mirka Andolfo. Et puis voilà, merci encore aux éditions Glénat, sachant qu'en plus ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un deuxième album dont je vais vous parler aussi, parce que celui-là aussi j'avais très envie de le lire.
Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais c'est un de mes scénaristes préférés. Donc voilà, je suis vraiment très content de pouvoir vous préparer une prochaine vidéo sur cet album que je n'ai pas encore lu. Donc j'espère que je serai pas déçu, mais bon, quand même, connaissant le scénariste, quand même, ce serait étonnant. Et en plus, l'artiste, qui est un artiste qui a bossé chez Marvel, hein, notamment, et qui a aussi un trait totalement atypique. Bref, voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir attaquer ça et de pouvoir vous en parler. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je pense que là j'ai fait le tour quand même, hein, de vidéos, on est carrément presque à 40-50 minutes. J'essaie d'être plus synthétique, mais vous voyez que ça marche pas. Donc j'espère que vous avez pu me suivre jusqu'ici et que ces vidéos vous ont plu, vous ont donné envie de jeter un œil et d'acheter Paprika pour pouvoir passer un bon moment de lecture ou de l'offrir aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le second album dont je vous ai parlé, que m'a envoyé Glénat. Et puis la suite du Savage Dragon, 3e vidéo, sur les bonus de l'édition Ultimate qui devrait sortir après ces 2 vidéos sur Sweet Paprika. Merci beaucoup et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.